arc-en-ciel. Avec Abdilatif. L'info libre et crédible. Défense de son territoire, a totalement intégré le fait que la défense serait faite par l'OTAN et très peu par l'Union européenne. D'abord, très peu d'États souhaitent que l'OTAN disparaisse. Tous ou presque aspirent à ce que l'OTAN demeure, y compris la France. Donc voilà. Donc maintenant, remettre en cause des accords, je reviens sur mon propos, des accords négociés dans un cadre peu conflictuel, la Russie n'étant pas un ennemi perçu par les opinions publiques, on peut s'attendre, si jamais il y avait réécriture des accords de 1949, à ce que l'OTAN soit profondément transformée, sinon disparaisse. Personne ne le veut. Donc, il n'y aura pas de réécriture, à mon avis, des accords initiés par l'OTAN, parce que ça remettrait en danger la sécurité européenne. Et là, je rebondis sur ce que vous avez dit. Ce serait un avantage énorme donné à la Russie de s'impliquer dans la défense de l'Europe, ce qu'elle revendique depuis bien longtemps, et finalement d'affaiblir le bloc de l'Ouest qui existe encore aujourd'hui. Donc, ça, c'est un point. Maintenant, la Russie instrumentalise parfaitement la Turquie, mais ça ne veut pas dire que les deux acteurs que sont la Russie et la Turquie aient des intérêts convergents. La Russie aujourd'hui défend Assad et la Syrie légale, la Turquie avec Erdogan combat Assad et finalement veut que Assad tombe, comme ça a été le cas il y a déjà quelques années. Et aujourd'hui, la Turquie utilise son armée pour envahir un État, ce qui est quand même contraire au statut, aux accords de l'OTAN, et pose un réel problème. Mais l'OTAN n'a jamais prévu le moyen de sanctionner ce type d'attitude. Qu'est-ce qu'en pense l'ONU par rapport à cette invasion que vous avez dit de la Turquie en Syrie, et voire maintenant avec une présence militaire en Libye? Vous avez évoqué l'ONU, hein? Oui, c'est ça. L'ONU, le machin dont parlait De Gaulle, fait ce qu'elle peut. C'est magnifique là, c'est magnifique pour un dimanche, hein. Oui, l'ONU est plein de bonne volonté, mais l'ONU dénonce, l'ONU communique, l'ONU s'indigne, l'ONU veut la paix, et l'ONU oublie simplement que les intérêts des États ne sont pas toujours conformes aux souhaits de l'ONU, et l'ONU n'est pas un gouvernement mondial, l'ONU n'a pas d'armée, l'ONU ne peut que s'indigner, plus ou moins instrumentalisé par les grands États, et de fait, il ne pourra pas faire grand-chose contre cette guerre qui a lieu aujourd'hui entre trois acteurs principaux, que sont la Turquie d'un côté, et de l'autre côté, la Syrie, soutenue par la Russie, qui n'est pas totalement impliquée quand on regarde ce qui se passe depuis 15 jours. La Russie veut jouer un rôle de médiateur. La Russie ne veut pas s'impliquer dans une vraie guerre. Elle veut bien aider Assad, mais pas au point de vraiment faire une guerre contre la Turquie. C'est pas le but. Nous sommes dans la géopolitique, nous ne sommes pas dans l'action militaire. Alors certes, il y a des actions militaires, mais c'est pas la priorité. La Russie veut garder ce rôle de médiateur au Moyen-Orient, soutenir toujours Assad, limiter les ambitions de la Turquie, et donc c'est pour ça qu'il y a eu des accords récemment de cessez-le-feu, mais ne faisons pas d'illusions, ça va peut-être pas durer très longtemps, dès lors que Erdogan comprendra, à mon avis, qu'il ne pourra pas faire tomber Assad. Et maintenant, quelle sera son attitude? Ça, c'est le point. Et c'est pour ça qu'on revient sur le sujet de l'OTAN. Erdogan a demandé effectivement le soutien de l'OTAN. Mais comme je vous l'ai dit, l'OTAN n'a pas à soutenir une agression. Donc il est hors de question que les États de l'OTAN, dont une grande partie sont européens, soutiennent cette action. Donc on va encore, je pense, avoir une montée de la crise dans les semaines à venir. Vous avez évoqué un certain nombre de points qui sont, à mon sens, très importants. Il y a un enjeu, surtout, vous l'avez bien résumé, un enjeu géopolitique où on s'amuse quelque part, hein, chacun il fait avancer ses pions, mais il y a un drame humain derrière tout ça. À la frontière maintenant, ils sont aux portes de l'Europe. Il y a un drame humain. Et l'Europe, avec ses principes, avec sa volonté sociale et beaucoup de choses à dire là-dessus pour l'Europe, se trouve obligée d'avancer encore de l'argent, d'après les renseignements que j'ai pu avoir récemment, encore de l'argent pour calmer le jeu, pour contenir cette population. Donc la géopolitique, autre que l'humain. Alors,
j'ai une position de ce côté-là peut-être un petit peu caricaturale. Il y a une instrumentalisation aujourd'hui des drames humanitaires. On a des ONG européennes ou mondiales qui demandent à ce que l'Europe ouvre ses frontières. Les opinions publiques ne veulent pas qu'on ouvre les frontières. Et c'est comme une maison, vous voyez, on a une maison, on a une porte. Est-ce qu'on accepterait que n'importe qui vienne s'installer dans sa maison? Bon, et moi, je pense que dans ce cas-là, nous sommes un peu dans cette problématique avec des gens bienveillants ou des organisations qui veulent à tout prix que l'Europe ouvre ses portes, malgré que les gens qui habitent dans cette Europe, dans leur grande majorité, ne veulent pas ouvrir la porte. Voilà, c'est le premier point. Deuxième point, on est dans l'instrumentalisation par la Turquie. La Turquie a quand même emmené ses migrants depuis quelques jours aux frontières de la Grèce pour forcer le passage. J'avoue que c'est un peu extraordinaire de voir aujourd'hui cette instrumentalisation de la misère humaine. Et puis, on ne parle pas de 3 millions. Il y a 3,5 millions en gros de Syriens qui sont depuis plusieurs années en Turquie, pour laquelle l'Europe a donné, je crois, plus de 6 milliards d'euros, quand même, ne l'oublions pas. Donc la Turquie en a bien profité. Qu'aujourd'hui, on annonce 10-15 000 migrants qui voudraient forcer le passage de l'Europe en passant par la Grèce. Et ben l'Europe dit non. C'est très simple. Et Erdogan, qu'est-ce qu'il veut? C'est pas uniquement qu'on lui donne de l'argent. Il veut que politiquement, géopolitiquement, on soutienne son action d'agression en Syrie. Voilà, oui, on a un mélange des genres entre aide humanitaire, le devoir d'assistance, le devoir d'asile. Et je reviens d'ailleurs sur les immigrés. C'est ces migrants dont on parle. Ils ne sont pas que syriens. Il y a des Afghans, il y a des Soudanais, il y a un peu de tous les pays du monde. Mais effectivement, il y a un risque de terrorisme. Oui, je n'évoque même pas la question du terrorisme. Parce que regardons aujourd'hui, depuis 2015, combien de Syriens ou de djihadistes se sont infiltrés en Europe, même s'il est très difficile de le savoir. Il n'y a pas eu beaucoup d'arrestations, il n'y a pas eu non plus beaucoup d'attentats quand on regarde bien. Ils sont quand même très limités. On est aussi dans l'instrumentalisation du terrorisme d'une certaine manière. Donc je dirais que les flux migratoires, oui, peuvent permettre à des terroristes djihadistes de s'infiltrer en Europe, mais pour l'instant, la menace, même si elle existe, elle n'est pas majeure par rapport à des flux de migrants, de centaines de milliers de personnes potentielles, avec tout ce que ça implique sur une économie et sur une société. Voilà, donc je dirais qu'on est dans un contexte très difficile où il y a la bienveillance d'un côté, la bonne volonté, le droit humanitaire et ce que l'on veut derrière. Bon, on peut comprendre. Et puis de l'autre côté, l'intérêt des États. Et moi, je suis plutôt du côté de l'intérêt des États. Quand il y a des vrais demandeurs d'asile qui remplissent toutes les conditions, pourquoi pas, parce que le droit international le permet. Mais quand on voit qu'il y a un mélange avec des migrants économiques, là, il y a un problème. Et quand on voit en plus que c'est utilisé par un État pour faire pression sur nos États, eh ben, je crois qu'il faut combattre ces attitudes. Et je dirais même plus sur la Turquie. Comment se fait-il que l'Europe, qui est toujours effectivement pleine de bons sentiments, pourquoi l'Europe n'a pas appliqué des sanctions économiques vis-à-vis de la Turquie, qui dépend quand même de son exportation vers l'Union européenne? On fait des remarques, on fait des commentaires, on dit la Turquie c'est pas bien. Eh ben, fermons nos frontières à l'économie turque. Je pense que ça va vite calmer Erdogan. Mais je peux me tromper, je suis pas un économiste. Et je crois que pendant des sanctions réelles et pas, je dirais, de la communication, comme c'est le cas aujourd'hui. Vous avez dit au départ, général, comme quoi l'OTAN c'est une organisation politico-militaire, si j'ai bien compris. Oui. Si on prend cette situation en Syrie, comment ça se fait que l'OTAN ne met pas son poids et vu que la Turquie fait partie de l'OTAN, et là c'est autre chose, là sur le plan politique je parle pas sur le plan militaire, et met son poids sur la table et provoquer une conférence internationale où tous les belligérants de la Syrie se mettent à table, et notamment le président syrien, afin que les Syriens qui sont en exil, que les Syriens qui sont aux frontières maintenant, puissent retourner chez eux. Et la reconstruction de la Syrie se fait bien entendu par l'intermédiaire, avec l'implication des pays arabes autour. Pourquoi pas de reconstruire la Syrie s'il y a une volonté réelle pour reconstruire la Syrie, parce qu'il y a d'autres observateurs qui disent que notre volonté que la Syrie reste telle qu'elle est. Alors s'il y a une réelle volonté que la Syrie soit reconstruite, pourquoi pas qu'il y ait une conférence où
avec bien sûr avec la présence de la Russie, avec la présence de l'OTAN dans son ensemble, et de traiter cette affaire sur le fond, afin de permettre et afin de rassurer surtout ces immigrés, comme vous dites, ou ces réfugiés plutôt, de retourner chez eux et l'affaire est réglée. Je dirais qu'aujourd'hui, c'est encore plus complexe que ce que vous venez de dire finalement, parce que l'OTAN est une alliance politico-militaire dans laquelle notamment une partie des Européens et notamment la France ne veut pas que l'OTAN prenne trop de pouvoir politique. Voilà, et notamment la France, mais pas uniquement, veut que ce soit l'Union européenne qui gère les questions politiques, humanitaires et autres. L'OTAN n'a pas vocation à assister les peuples. L'OTAN a vocation à défendre militairement les pays membres. Voilà, ça c'est un premier point. Deuxième point, dans les accords de l'OTAN, le Moyen-Orient n'en fait pas partie. Ce n'est pas la zone d'intervention définie par le traité de l'Atlantique Nord. Même si vous pourrez toujours me dire qu'on est allé en Afghanistan, qui n'est pas du tout non plus dans d'autres zones. Mais on y est allé. Hein, et on fournit effectivement aussi en Irak des formateurs. C'est vrai, c'est une extension mais par différents biais. Donc pour revenir au rôle de l'OTAN, l'OTAN n'a pas vocation à intervenir au Moyen-Orient en tant que tel, sauf si l'un de ses États membres était agressé. En l'occurrence, il y en a un qui est concerné, qui est la Turquie, qui n'est pas agressé et qui est plutôt un agresseur. Donc, j'irais légalement, si je ne me trompe pas, l'OTAN ne peut pas intervenir dans ce cadre géopolitique, elle ne peut qu'intervenir d'une manière militaire, ce qui est un peu sa mission. Donc, la mission de ce que vous avez évoqué, une réunion internationale, une conférence internationale, ne peut être le fait que d'une part de l'ONU, d'autre part de l'Union européenne. Machin, comme vous avez dit. Machin, oui. Tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il peut faire le machin? Qu'est-ce qu'il peut faire le machin? L'ONU ne peut faire que avec ce qu'on lui donne. Donc si on ne donne pas beaucoup d'argent, si on ne donne pas beaucoup de moyens, de toute façon l'ONU ne fera rien. Donc c'est bien l'Union européenne qui sera concernée et on laissera le travail humanitaire en gros à l'ONU par ses grandes agences, le HCR et tout ça. C'est un cercle vicieux quand même. Vous voyez bien, une grande conférence internationale et puis maintenant une conférence internationale ne peut s'appuyer que sur la bonne volonté de ceux qui sont concernés. Qui est concerné par ce type de conférence internationale, sinon la Syrie, la Russie, et donc bien entendu la Turquie. Est-ce ou l'Iran. Vous pouvez imaginer que la Russie, l'Iran, oui, peut-être aussi d'ailleurs, oui, pourquoi pas. Mais pouvez-vous imaginer que effectivement que la Russie ou l'Iran se laissent mener comme ça, alors que notamment la Russie, c'est elle qui a piloté finalement la crise depuis 2015. Et qui a été quand même un médiateur en soutenant Assad, certainement d'un côté, mais aussi avec les accords d'Astana et la Turquie, les accords avec l'Iran, de telle façon de gérer le conflit. Donc on ne pourra pas évacuer d'autres acteurs. Et si ces acteurs ne veulent pas, votre conférence internationale ne se fera pas. Et vous avez parlé de reconstruction. Oui, la Russie en particulier demande et essaye que la Syrie soit reconstruite. Je crois qu'on est à, je sais pas combien de centaines de milliards de dollars ou d'euros pour la reconstruction, mais il faudrait bien que l'Union européenne, notamment, qui a l'argent, et la Russie n'a pas d'argent. Il y a le monde arabe général qui est autour. Le monde arabe contribue déjà grandement à ma connaissance sur le soutien aux réfugiés. On sait bien que le Qatar est derrière la Turquie. Bon, maintenant, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis sont un peu en retrait. Parce que vous avez évoqué la Libye au début de notre conversation. La Libye, on voit bien que d'un côté vous avez l'Arabie Saoudite, la Russie, curieusement, les Émirats Arabes Unis, face à Sarraj à Tripoli, soutenu par la Turquie aujourd'hui et par le Qatar. Donc vous voyez, ce qui se passe en Libye est un petit peu aussi une conséquence de ce qui se passe en Syrie. Donc la complexité, elle est là. Il y a des intérêts, on revient à la notion de la géopolitique des intérêts des États. Aujourd'hui, la Syrie à reconstruire, certes, il y aura une partie des capitaux des pétromonarchies, mais elles ne reconstruiront pas tout. Ça sera en fonction de leurs intérêts, comme elles l'ont toujours fait. Ensuite, la Russie n'a pas d'argent. L'Iran n'en a pas non plus, surtout avec la crise qu'elle vit aujourd'hui. Reste l'Union européenne. Mais l'Union européenne, qu'est-ce qu'elle a dit? On veut bien reconstruire peut-être ou contribuer à la reconstruction de la Syrie, mais à condition qu'Assad parte. Or, la Russie ne veut pas qu'Assad parte. Et peut-être pas l'Iran non plus. Donc vous voyez, la situation n'est pas simple. On a suivi, bien entendu, cette livraison de missiles russes
aux Turcs. Pourtant, la Turquie fait partie de l'OTAN. Alors, trouvez-vous pas qu'il y a une agression là-dessus? De toute façon, nous revenons à ce que j'ai évoqué il y a quelques instants. L'Alliance Atlantique s'appuie sur les bons comportements de ses membres. Et donc, la Turquie n'a pas respecté finalement ce bon comportement en achetant du matériel russe qui va permettre notamment à la Russie, pour que tout soit en conformité, de s'approcher des systèmes notamment américains, notamment Patriot et autres. Donc on a bien un souci. Et le problème, c'est que dans l'Alliance Atlantique, les accords n'ont pas prévu qu'il puisse y avoir de mauvais comportements, puisque l'ennemi était bien clair et que tout le monde était concerné par cet ennemi à combattre. Moi, personnellement, je considère que la Turquie, aujourd'hui, devrait faire l'objet de sanctions très strictes, que ce soit au niveau de l'OTAN, d'une part, et d'autre part de l'Union européenne, qu'elle n'a plus sa place dans l'OTAN, ça c'est une évidence, mais que malheureusement, on n'a pas de processus, je dirais, réglementaire pour la faire partir de l'OTAN. Et elle ne partira pas. Voilà, donc que faire? La question, je ne suis pas capable de vous répondre aujourd'hui sur les mesures de rétorsion qu'on pourrait avoir contre la Turquie, qui n'applique pas quand même les valeurs de l'Europe. Elle prétend y rentrer, mais elle ne respecte pas. Elle ne respecte pas les valeurs de l'OTAN, qui sont très conformes et très en phase avec celles de l'Europe. Donc la Turquie, qu'en faire? Et elle est en train de jouer un double jeu. Moi, je reviens à une proposition que j'ai faite il y a quelques instants. Commençons déjà par faire des sanctions économiques très sévères, ce que les Américains ont déjà pratiqué d'ailleurs suite à la vente des missiles que vous avez évoqué. Les Américains sont très efficaces de ce côté-là et on peut s'étonner que l'Europe ne soit pas aussi efficace que les Américains. Mais déjà, à la limite, les Américains ne travaillent que sur l'armement qu'ils vendent en grande quantité. Nous, on peut travailler et agir par les exportations, je dirais, civiles. Beaucoup de nos machines à laver sont faites en Turquie aujourd'hui. Les usines turques ont besoin de l'Union européenne pour exporter leurs produits. Et il y a des gros problèmes économiques en Turquie. Nous avons des moyens d'action. Il ne suffit pas de faire des communiqués et de condamner verbalement. Maintenant, il faut que l'Europe s'investisse dans la sanction parce que Erdogan va continuer. Il n'a pas le choix. Il n'a pas le choix s'il veut rester au pouvoir. Donc pour lui, c'est un moyen de rester au pouvoir. C'est aussi une question de politique intérieure. Comme vous le savez, vous êtes un général de l'armée de terre et vous connaissez cette notion de l'armement. Comment vous voyez-vous l'avenir, bien entendu, du matériel d'armement français, le savoir-faire français? Est-ce qu'il faut le protéger ou bien il faut céder des brevets à des pays tiers, notamment les États-Unis? Il est certain que la souveraineté d'un pays dépend d'abord de ses capacités militaires, pas uniquement, et que ces capacités militaires doivent disposer d'armements dont les armées ont la seule maîtrise. Il est certain qu'aujourd'hui, la volonté américaine, qui est ancienne, de soumettre les États avec qui ils ont des relations aux exigences de vente d'armement et d'armement non utilisable, sauf avec leur autorisation, pose problème. Et effectivement, nous avons eu le cas depuis quelques semaines, mais c'est une affaire qui est lancée depuis plusieurs mois, une entreprise, une PME française spécialisée dans tout ce qui est intensification de lumière, c'est-à-dire capable de voir la nuit, donc de combattre la nuit, mais qui est un leader mondial et qui en plus fournit l'industrie spatiale et l'industrie, et les sous-marins nucléaires notamment, donc matériel de pointe. Et effectivement, cette entreprise appartient à un fonds d'investissement français qui a décidé de s'en séparer. Depuis quelques jours, on a une société américaine qui veut acheter cette entreprise. Or, l'expérience a montré que dès que les Américains mettent leur nez quelque part et achètent une entreprise à l'étranger, ils y imposent leurs lois. En l'occurrence, ils peuvent parfaitement interdire l'exportation de ce type de matériel vers d'autres pays s'ils estiment que ça ne doit pas être fait. Ils nous ont fait la même chose, ils nous ont fait cette affaire, notamment avec le Rafale, une seule pièce américaine sur le Rafale a interdit son exportation pendant 3 ans. Donc la France a dû refaire la pièce pour que ça soit avec un brevet français. Donc effectivement, les Américains ont une politique commerciale dans l'armement très
très importante, très agressive. C'est le premier exportateur mondial. La France n'est que le 4e ou 5e. Enfin, on vend quand même beaucoup d'armements, hein, de 8 à 10 milliards par an. Hein. Voilà, donc ça fait partie de la balance commerciale. Mais il est certain que notre souveraineté nationale doit aussi s'appuyer sur une industrie d'armement nationale, ou au moins européenne, à la limite pourquoi pas, et certainement pas sous la coupe des États-Unis, qui ont des moyens de pression énormes et qui ne sont pas que militaires. Regardez ce qui s'est passé pour nos banques en Iran, suite à la dénonciation de l'accord sur le nucléaire par les États-Unis. Eh ben, Renault a dû rapatrier ses projets, comme d'autres Total, et parce que il y a on paye en dollars, donc qui utilise le dollar fait qu'on est soumis à la loi américaine. Il y a quand même un abus, et je pense que si on devait évoluer dans notre réflexion, et c'est s'assurer que l'Europe ne soit pas dépendante, et première action à mener. Payons déjà le pétrole en euros et pas en dollars, déjà ce sera un signe fort, mais nous sommes encore sur une certaine forme de dépendance américaine dont Trump instrumentalise énormément les effets. Comme vous le savez, en général, l'Europe est en difficulté sur d'autres volets, et c'est pourquoi il y a malgré les volontés de quelques pays de mener l'Europe en avant, notamment le cas de président Macron qui essaye avec ses moyens pour mettre en avant l'Europe, et aussi les Allemands. On voit d'autres pays qui font pas le job, hein, comme on dit, hein, donc comme tout le monde le sait. Le coup le plus dur, hein, c'est le dernier coup du Brexit de l'Angleterre. Comme on l'a dit, hein, depuis un certain temps, ça fait des années qu'on l'a dit, l'Europe est visée. L'Europe est visée, et l'Europe est en train de recevoir des coups et s'affaiblit davantage jour après jour. Et il tient bon par rapport à ses principes, il tient bon par rapport à sa philosophie de la vie, mais n'empêche, la pression est grandissante quand même, hein. Alors moi, je serais un peu plus sévère en disant que une puissance molle ne peut pas imposer sa vision du monde. Et encore, ça c'est les militaires qui parlent là. Bah oui, c'est normal. Et encore une puissance, je suis gentil en parlant de puissance européenne. Ce sont des puissances qui se sont agrégées, mais qui n'ont pas constitué une puissance forte globale. Donc nous avons des États européens aux intérêts divergents, avec un refus très souvent du conflit, n'étant pas capable de l'assumer, ou très peu. Dans cet environnement européen, les seuls qui font preuve d'un certain caractère, y compris par la force militaire, c'est la France et la Grande-Bretagne, donc vous avez souligné le Brexit, ce qui ne veut pas dire d'ailleurs que le Royaume-Uni et la France ne seront pas encore côte à côte dans différentes opérations, parce que la défense de ce côté-là n'est pas impactée par le Brexit, hein, donc la défense de l'Europe, le fait, on revient sur l'OTAN, la Grande-Bretagne sera peut-être plus dans l'Union européenne, mais elle sera dans l'OTAN, et elle veut surtout pas que l'OTAN disparaisse. Donc vous voyez, les forces militaires britanniques, qui sont quand même conséquentes, seront toujours au service de la défense de l'Union européenne d'une manière indirecte, hein, faut pas se faire d'illusions. Mais c'est vrai que nous avons une mentalité européenne, au moins pacifique à défaut d'être pacifiste, mais elle s'explique par notre histoire. La Deuxième Guerre mondiale, la Première Guerre mondiale, des millions de morts. On peut comprendre que l'Europe, par son histoire, n'ait pas envie de s'engager dans des conflits. Mais aujourd'hui, il faut être réaliste. On a une Turquie qui veut devenir nouvellement ottomane et avoir une puissance régionale en s'appuyant sur le recours à la force et l'utilisation de ses armées. Elle s'investit d'ailleurs aussi en Afrique du Nord. Elle a une volonté quand même expansionniste d'une certaine manière. On a une Russie quand même relativement agressive. On a des États-Unis qui sont relativement agressifs. Quand on a des États qui s'éveillent, même pour certains qui se disent démocrates ou démocratiques, comment pourrons-nous penser la sécurité de l'Europe demain et sa place si on n'est pas capable d'affronter ces menaces? Or, aujourd'hui, nous ne sommes pas encore en mesure d'affronter les menaces, et les pressions que nous subissons, c'est justement parce que nous apparaissons comme étant faibles. Il y a un moment où il faut que les belles pensées européennes, c'est mon avis très personnel, doivent un petit peu s'atténuer et revenir dans le pragmatisme et la réelle politique. Face à nous, nous avons des États qui montent, qui sont puissants, et qui n'auront aucun scrupule à nous mettre sous le boisseau. Et on n'a pas parlé de la Chine parce que c'était pas notre sujet d'aujourd'hui. Et on voit bien comment fonctionne la Chine. Pareil, on veut une Union européenne qui est riche au service des États nouveaux, émergents et puissants. Bon, il faudra que l'Union européenne accepte d'être une puissance et se donne les moyens de l'être. Et donc, qui dit puissance, se faire respecter.
aujourd'hui, revenons sur notre sujet, ce qui se passe face à la Turquie montre que l'Union européenne est faible, même dans l'OTAN, elle n'est pas capable de s'exprimer, donc il y a un problème, et que si nous continuons comme ça, dans 5, 10 ou 15 ans, nous serons les vassaux d'un État plus puissant, je ne sais pas lequel, mais c'est bien ce qui risque d'arriver. Ce qu'on a posé comme question dès le départ, général, hein, donc vous avez très très bien fait la conclusion. Donc l'objectif de cette émission, c'est simplement de réveiller quelques esprits. Hein. J'espère bien qu'ils prendront acte par rapport à ce que vous venez de citer. L'idée, c'est simplement de mettre le fait de parler de la mise à jour de la charte de l'OTAN, le fait de parler comme quoi il y a une position molle, comme vous l'avez bien dit, sur le plan turc, avec cette histoire de réfugiés et d'immigrés, d'envoyer de l'argent, donner de l'argent sans y aller sur le fond de l'affaire, montre à quel point il y a une volonté politique, peut-être volonté politique à tort ou à raison, jouer à ce jeu. Mais ce qui m'inquiète, est-ce que nos responsables européens sont conscients de l'enjeu et ses conséquences? Ah oui, ils en sont conscients, mais vous savez, quand on est dans des beaux bureaux lambrissés, où on se rencontre dans de grandes conférences, les réalités du monde sont un peu lointaines. Je ne dirais pas, pour reprendre un peu les débats qu'on a en France, qu'il y a une déconnexion entre les élites et la base. Mais j'ai quand même l'impression que nos élites européennes, bien éduquées dans des écoles de haut niveau, j'ai un peu caricaturé, mais c'est un peu ce que je pense quand même, sont un peu déconnectées de la réelle politique. Ils ont reçu une éducation voulue par l'Europe dans leurs pays respectifs, où surtout plus jamais la guerre, plus jamais l'affrontement. Nous sommes dans un monde où, par l'économie, tout ira mieux. C'est idéaliste, ça, général. Tout à fait. Nous sommes avec des gens très idéalistes qui ont des administrations qui correspondent aussi à cela. Il suffit de regarder, d'étudier très concrètement l'évolution de la notion de défense de l'Europe, de défense européenne depuis la création de l'Europe. Hein, ça n'a fait que très récemment, depuis la dernière commission, que enfin une direction générale de l'Union européenne, aujourd'hui dirigé par l'ancien ministre, président, directeur général d'Orange, donc intégré dans ses responsabilités la défense. Ça n'existait pas jusqu'à présent au sein de l'Union européenne. Il faut quand même bien en prendre conscience. Nous sommes en 2020. Donc, avec la nouvelle Commission européenne, depuis 2019, avec l'Union européenne qui existe depuis quand même plusieurs dizaines d'années, enfin, on va intégrer un peu les questions de défense et de sécurité, bien que, remarquons que l'Union européenne avait décidé l'année dernière d'attribuer 13 milliards d'euros à un certain nombre de projets de défense, et que ce que j'ai lu encore récemment, ça n'a pas évolué depuis, c'est que M. Breton n'a pu en obtenir que la moitié finalement. Donc, vous voyez, si l'Europe ne veut pas se défendre, l'Europe sera une vassale de quelqu'un, hein, d'un autre État. Et nous avons bien une culture de nos élites, à mon avis, européenne, déconnectée de la réalité et du monde réel. C'est le même problème qu'on a eu en France pour d'autres sujets. Voilà, bon, maintenant je peux me tromper. Hein, ça veut pas dire que ce sont pas des gens très intelligents, très instruits, bien formés, mais il y a un problème. Il y a un problème, ils ne sont pas capables d'aller jusqu'au bout. Et puis, il faut quand même leur en tirer, ne pas uniquement tirer sur ces gens-là. Quand on est 27 ou 28, c'est pas facile d'avoir une décision de consensus. Il faut que tout le monde soit d'accord. Donc, se mettre d'accord à 27-28, c'est pas évident. Moi, je dirais que, même si je suis contre, que la seule solution, c'est d'avoir un président de l'Union européenne qui permettrait d'avoir des décisions, de prendre des décisions au nom de tous. Mais sur les questions de défense et de sécurité, n'oublions jamais qu'il s'agit de se battre à un moment donné et qu'il faudra assumer les morts au combat pour revenir très militaire. Et il y a très peu de politiques aujourd'hui qui sont capables de prendre la responsabilité d'engager un conflit et de porter la responsabilité des morts et des blessés et des opérations militaires. Ce n'est pas dans leur éducation aujourd'hui. Les seuls qui ont un peu cette éducation, c'est les présidents français en général et les premiers ministres britanniques. Il y a très peu d'États en Europe aujourd'hui capables d'assumer ce type de responsabilité. Vous savez, c'est une nouvelle génération générale qui a entendu parler de la guerre, hein, qui connaissait pas la guerre. Soit ils étaient victimes de la guerre, hein, donc étaient sous occupation, mais sans plus, et d'autres qui viennent de naître, qui viennent avec d'autres valeurs, j'ose dire. Mais ces valeurs, comme vous l'avez bien dit, posent un réel problème sur ce qu'on appelle le réel politique et le réel géopolitique dans le monde.
Effectivement, général, s'il faut mourir au combat. Général François Chabancy, général de l'armée de terre, du cadre de réserve. Si je le redis ce mot-là, parce que j'en crois. Voilà, donc c'est juste pour vous dire. Général François Chabancy, de l'armée de terre, du cadre de réserve, expert sur les questions de guerre, de l'information. Merci à vous aussi, et puis à bientôt, bien entendu. À bientôt, général. À très bientôt. Arc-en-ciel. Avec Abdilatif. L'info libre et crédible.